Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chiffre du jour, c'est 2000. On dénombre 2000 cliniques privées sur tout le territoire ivoirien. 70% d'entre elles n'auraient pas l'autorisation d'exercer. Du côté des patients, les arguments pour fréquenter ces centres de santé ne manquent pas. On se réjouit de leur proximité et surtout des coûts abordables. Mais les risques encourus sont nombreux car les pratiques sont souvent illégales, voire dangereuses. Incursion donc dans ces laboratoires de la mort, soins de proximité entre nécessité et illégalité. Quartier Remblai, dans la commune de Koumassi, Jean-Charles Oyourou s'apprête à prendre son service dans cette clinique. Bonsoir, Eve. Bonsoir. Quels sont les patients qu'on a pour ce soir? Chaque jour, il reçoit en moyenne une dizaine de patients. S'il est sollicité, c'est avant tout pour le coût des prestations, 50% moins cher que dans le service public. Nous, on part sur les 3 examens, soit la NFS, la GE, puis le série d'angine de Vidal à 4 000. Depuis plus de 5 ans qu'il y exerce, M. Charles, comme on l'appelle ici, est devenu le docteur du quartier. Le médecin, c'est quelqu'un de bien. Souvent, quand moi je viens me soigner ici, puis il n'est pas là, je demande d'attendre M. Charles d'abord. Parce que quand il vient, les médicaments qu'il me prescrit, c'est vraiment, ça va bien. Ça va, raison pour laquelle il a conseillé mon petit frère même de l'envoyer ici. On compte 2000 établissements sanitaires privés sur tout le territoire ivoirien. Les plus grands ont pignon sur rue, mais la majorité se trouve à l'intérieur des quartiers. Et ces derniers ne font pas que soigner les patients. Alors que la pratique est interdite par la loi, sauf sous certaines conditions, nous avons réussi à prendre rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse dans cette clinique. Non, pour vous montrer que prochainement, il faut calculer. Maintenant, les 2 mois, nous quand on fait là, elle est médicament. Elle est médicament, ça fait 35 minutes. Elle est médicament, les petits qu'on donne. Les petits qu'on donne. Elle continue, elle fait le petit. Pour éviter que demain, lui soit malade. Mais si vous devez faire demain, En Côte d'Ivoire, 4 femmes enceintes sur 10 ont recours à une IVG. Pour prévenir ces interruptions volontaires de grossesse et bien d'autres risques sanitaires, un organe du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en charge de contrôler ces cliniques. Ce matin, la direction des établissements et professions sanitaires DEPS organise une descente au quartier Djekonan dans la commune de Koumassi. Dans cette insalubrité déconcertante, exerce du personnel sans qualification reconnue. Des anges de la mort en blouse blanche. Vous avez fait la formation de la Croix-Rouge. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez pas le diplôme de l'INFAS. Ce sont les infirmières diplômées d'État de l'INFAS qui doivent exercer la profession d'infirmière ici, en Côte d'Ivoire. La sentence est sans appel. En conclusion, nous disons que cet établissement-là va être fermé. Du personnel non qualifié, pire, des établissements ouverts sans agrément. À Angré, l'équipe de contrôle débarque dans un cabinet dentaire qui exerce depuis 1 an sans autorisation. Les échanges sont houleux. Reste tranquille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une demande introduite ne signifie pas qu'elle est acceptée. Vous avez fait la demande. La demande peut être acceptée ou refusée. Dans le cadre de la demande, c'est le docteur Kouassi qui a fait la demande, en tant que chirurgien dentiste. Il est où? Oui, il n'est pas encore. Parce que c'est les jeudis, il vient. Bon, d'accord. Donc, il n'est même pas résident. Vous voyez, il y a plusieurs fautes. Compte tenu de ces points-là, nous allons revenir avec un avis de fermeture et avec tout ce qu'il faut. Mais Dans cette clinique, le garant médical est ivoirien. Le garant des actes médicaux, c'est le praticien à qui le ministère de la Santé attribue l'autorisation. Il a l'obligation d'être résident et assume la responsabilité pénale en cas d'erreur médicale. Tous les contrôles de la DEPS ne donnent pas lieu à des fermetures. Elle peut formuler des recommandations dans le cadre de visites de conformité. Avec peu de moyens, ces contrôleurs effectuent des descentes inopinées, mais également des visites sur dénonciation. 70% des cliniques privées en Côte d'Ivoire exerceraient sans autorisation. La seule commune de Yopougon abriterait 46 centres de soins illégaux. Un fléau qui jette le discrédit sur la pratique de la médecine privée en Côte d'Ivoire. Prenons le cas de la médecine chinoise.
Pour exercer dans notre pays, il y a toute une procédure. Vous ne pouvez pas exercer parce que vous êtes médecin, même si vous êtes ivoirien. Il faut que le Conseil national de l'ordre des médecins vous autorise à exercer. Je suis au Conseil national de l'ordre des médecins, je n'ai jamais vu passer dans nos dossiers un dossier de médecin chinois. On ne peut pas et on ne doit pas, et ce n'est même pas pensable, exercer la médecine comme un commerce. Les infections mal soignées entraînent des résistances. Une étude sanitaire en Côte d'Ivoire rapporte leur ampleur à 39%. Je vais vous demander de respirer un peu par la bouche, tout doucement. Hein. Allez-y. Comme risque encouru, c'est le développement de certaines résistances, des résistances par rapport à certaines maladies. Vous prenez même le cas du paludisme. Un paludisme qui n'a pas été peut-être bien traité, il va être un peu résistant. C'est-à-dire que les médicaments ne seront plus efficaces. Proximité du corps médical, accessibilité des soins, mais à quel coût? L'absence d'hygiène, la pratique de soins sans autorisation et la non-qualification du personnel constituent de véritables dangers pour les populations. Une réforme des autorisations sanitaires est en cours d'élaboration. Désormais, l'autorisation d'ouverture d'un établissement sanitaire ne sera plus délivrée aux professionnels du corps médical, mais à l'établissement sanitaire en tant que personne morale. Outre le secteur de la santé, nos villes ont aussi besoin d'être assainies et l'État en a fait son combat. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. Pour la 11e édition, c'est la ville de Lakota qui a été choisie pour le lancement. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable est allée apporter le message du gouvernement aux populations. Anne-Désirée Ouloto les a exhortés à vivre dans un environnement sain. Grace Kando, de retour de Lakota. Lakota, dans la région d'Ilo-du-Bois, accueille la 11e édition de l'opération Grand Ménage. Un choix qui n'est certainement pas fortuit. La porte d'entrée de Lakota annonce les couleurs des commerçantes installées par-ci, par-là. Il n'en fallait pas plus pour que l'hôte du jour, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, attaque la sensibilisation sur les bonnes pratiques de propreté et les notions d'hygiène. Vendeuses de produits vivriers, de sachets d'eau et d'autres objets sont invitées à maintenir leur cadre de vie sain. On vend des gobelets d'eau, la achetez des gobelets d'eau. Il y a des alternatives pour vous proposer. C'est ça la somme. Et ça, vous savez d'où ça vient. Si on vous voit avec ça encore, on va vous envoyer en prison. Ça, on ne fait pas ça. Les tenanciers de maquis, les coiffeuses sont aussi exhortés au respect de la propriété pour leur bien-être. L'opération Grand Ménage est une vision du gouvernement qui vise à offrir un cadre de vie agréable aux populations. J'ai vu de nombreux efforts qui ont été réalisés. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire à travers toutes ces initiatives d'engagement et qui démontrent leur ambition de faire de Lakota une ville propre, une belle ville. La question des incivilités, la question des mauvais gestes de nos populations demeure. Cette tribune a été l'occasion pour moi de sensibiliser à nouveau, de répéter. Nous ne devons pas accepter de vivre dans un pays sale, parce que la saleté rime avec la maladie. Or, nous voulons être un pays émergent, donc un peuple au travail pour l'émergence de notre pays. En termes d'embellissement, nous avons donc fait le fleurissement de la ville. Nous continuons de le faire. Nous avons donc refait les peintures, le ravalement des façades depuis l'entrée de la ville. Et donc nous allons étendre dans différents quartiers, dans différents villages, le fleurissement, le ravalement des façades et donc le curage des caniveaux. Nous allons faire en sorte de vulgariser cette idée gouvernementale parce que c'est une action civique. C'est une action d'utilité publique et nous nous engageons fermement à sensibiliser nos populations. L'opération dans la ville de Lakota a vu la participation des différentes couches socio-professionnelles. Nous avons nettoyé tout l'hôpital, lavé les bâtiments, les salles, nettoyé, défriché les parcours. C'est ce que nous avons fait, nous avons rendu l'hôpital propre. Un comité départemental de la salubrité créé à cette occasion est chargé désormais de poursuivre la sensibilisation sur le terrain. L'implication effective des autorités locales pour la réussite de l'opération Grand Ménage étant indispensable, elles ont été faites ambassadrices de la salubrité.
Pour vous qui vous rendez souvent à San Pedro, vous vous êtes certainement rendu compte de la présence d'une unité de fabrication de charbon de bois juste avant le pont et en plein cœur de la ville. Une fumée noire s'élève de ces endroits tout au long de la journée, polluant l'environnement et exposant les populations aux maladies respiratoires. Alors, que font les autorités pour y remédier? Comment ces exploitants s'en sortent-ils? À quand leur déguerpissement? Élément de réponse dans ce document signé Sam Conan et Mamadou Kwasi. Une fumée noire et épaisse dans le ciel de la ville de San Pedro. C'est le résultat de ces colonnes de fumée produites quotidiennement depuis cet espace, situé au corridor nord de la ville. Une zone de fabrique artisanale de charbon de bois. La fumée nous gêne, mais on ne sait pas comment faire, parce qu'il n'y a rien au marché. Il n'y a rien au marché, on ne sait pas comment vendre pour avoir un peu. Donc, à cause de ça, on est dans la fumée là. Sinon, ça nous gêne en tout cas. Ça nous gêne. Plus de 200 personnes travaillent le bois sur ce site de près de 3 hectares. Il y a d'un côté les exploitants de charbon et de l'autre ceux qui travaillent le bois. Ici, aucune mesure de protection contre la fumée ni la poussière. Tout le monde est exposé. Chaque soir que Dieu fait, moi, il boit là. Il boit matin, le soir, sans problème. Je suis dedans aussi, ça vaut, bon, je peux dire que ça vaut au moins 10 ans. Je suis dedans. On dit quand tu bois l'air, ça lave tout. Donc nous aussi, Dieu merci, c'est qu'on boit aussi là, il n'y a pas de problème. Face à la pollution de l'air et de l'environnement, les autorités locales ont pris des dispositions pour déguerpir les occupants, mais rien n'y fit. Deux problèmes majeurs se posent. C'est-à-dire la zone qui a été destinée pour le recasement, cette zone-là est une zone marécageuse qui est sujette à inondation pendant les saisons de pluie. Il y a aussi le problème de purge des droits coutumiers. Les occupants disent vouloir partir et contribuer à l'embellissement de la ville, mais à une condition. On n'a pas refusé. Mais si les autorités nous trouvent un site approprié, on s'en va. En attendant, nous sommes là, nous n'avons pas de site. On ne peut pas aussi arrêter l'activité. Si on arrête, où on va? On ne sait pas où on doit aller. Voilà. On paye les impôts, on travaille, on a des charges. Bon, on est là. Même s'ils ont aménagé demain quand on nous dit de partir, on s'en va. À la zone industrielle en plein cœur de la ville, non loin du stade Auguste Denise, se trouve un site de fabrication artisanale de charbon de bois. Cette proximité avec les sportifs est gérable, surtout quand on pense connaître le remède contre les maladies liées à la fumée. Souvent, quand il y a les matchs au terrain, au stade, les gens viennent nous voir. Et, aujourd'hui, il y a un match au stade. Essayer de voir au fou. Et on éteint, on fait ça là. Une fois que tu arroses un feu là, la fumée ne va pas ailleurs. Ça reste que dans le fou. Tu descends le soir. Je vais prendre au moins 2 bonnets rouges, mais 3, et puis ça passe. Toi-même, tu cherches ta santé d'abord. Pour les responsables de la santé à San Pedro, tous ceux qui sont en contact permanent avec la fumée sont exposés aux maladies respiratoires. La fumée a un effet d'efface sur les voies aériennes et respiratoires. Ces infections peuvent aller jusqu'à des effets définitifs. Il peut y avoir des infections comme les emphysèmes pulmonaires, des bronchites chroniques. Et ces patients-là peuvent être exposés à certaines affections telles que la tuberculose. Un véritable défi que la ville balnéaire doit relever, celui de l'assainissement de ces espaces de pollution, chose qui contribuerait à l'essor économique et touristique de la ville de San Pedro. Venons-en présent à ces nouveaux réceptifs hôteliers qui ont vu le jour ces dernières années ici à Abidjan, des établissements de haut standing qui ont donné un autre visage au paysage touristique en Côte d'Ivoire. On en parle avec Patricia Omouetia. En Côte d'Ivoire, l'hôtellerie a toujours représenté un fort potentiel pour l'économie. Depuis la construction après les indépendances de l'Hôtel Ivoire, édifice hôtelier qui fut considéré à l'époque comme le plus prestigieux, le plus moderne du continent africain, les complexes hôteliers de luxe se sont de plus en plus multipliés. Avec la sortie de crise et le redécollage de l'économie, les hôtels de luxe connaissent un essor fulgurant. Les établissements hôteliers haut de gamme en Côte d'Ivoire accueillent une clientèle diversifiée. Cette clientèle est d'abord constituée de touristes venus des 4 coins du monde à la découverte de la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres de Côte d'Ivoire Tourisme, 47 869 touristes ont été recensés en 2014. Cette augmentation du nombre de touristes est le résultat des actions conjuguées de l'État ivoirien et de ses partenaires financiers qui ne ménagent aucun effort pour impulser une nouvelle dynamique au secteur du tourisme. Parmi les différentes mesures pour booster le secteur, l'État a opté pour un investissement massif caractérisé par la construction et la modernisation des hôtels de luxe.
À côté de la clientèle constituée de touristes, les hommes d'affaires représentent également une autre catégorie de clients. La relance économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis sa sortie de crise attire de nombreux investisseurs. Depuis ces 4 dernières années, la Côte d'Ivoire abrite plusieurs séminaires, colloques, conférences internationaux. Les hôtels de luxe constituent des cadres adéquats pouvant abriter ces genres d'événements. La Côte d'Ivoire dispose de réceptifs hôteliers classés et non classés, allant des plus luxueux aux plus modestes, qui offrent des choix variés pour tout type de tourisme. Depuis 2011, les capacités hôtelières ne cessent de croître avec les projets de construction d'hôtels de haut standing. Outre les hôtels, des résidences hôtelières ainsi que des établissements de l'hôtellerie intermédiaire sont disséminés dans tout le pays. L'actualité internationale, en bref, après l'attaque qui a fait 13 morts en Casamance samedi 6 janvier, beaucoup de zones d'ombre perdurent. On ne sait pas pour l'heure qui sont les auteurs de ce crime. Une chose est sûre, les tensions sont fortes autour des forêts de Casamance. Le ministre sénégalais de l'Intérieur promet en tout cas de mener une traque rude et sans répit pour retrouver les auteurs de la tuerie de samedi. Ali Ngoï-Ndiaye a tenu à assurer que cet événement ne remet pas en cause le processus de paix engagé dans la région. Et puis pour terminer, l'armée syrienne et ses alliés ont progressé ce dimanche 7 janvier en direction d'un aéroport militaire d'Idlib, une province du nord-ouest de la Syrie, essentiellement contrôlée par une coalition djihadiste menée par l'ancienne branche d'Al-Qaïda. Les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de dizaines de localités selon des sources du régime de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.